I am your voice. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء تكون لعنة عليكم. نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Hahel et Marim Abdou pour vous accompagner au micro. S'adressant aux journalistes à bord de l'Air Force One, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait que l'Égypte et la Jordanie accueillent des Palestiniens de Reza, décrivant l'enclave comme un site de démolition. Presque tout est démoli et les gens meurent là-bas. Je préférerais donc m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements à un endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix. Pour une fois, à cette proposition, les Palestiniens répondent. Nous disons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons ni la Palestine ni Gaza, quoi qu'il arrive. Si Dieu le veut, on restera à Gaza. On ne quittera jamais notre terre, quoi qu'en dise Trump et même le monde entier. Depuis des décennies, la politique étrangère des États-Unis s'est engagée à créer un État palestinien dont la bande de Reza serait un élément clé. Les États-Unis ont déjà déclaré qu'ils s'opposaient à tout déplacement forcé de Palestiniens de Reza ou de la Cisjordanie occupée. Avec nous en ligne à partir de Washington, Monsieur Gabriel Soma. Merci d'être avec nous. C'est Gabriel Soma. Shukran li hudurikum ma'ana Sayyidi. Gabriel Soma est avocat, membre du conseil consultatif du président américain Donald Trump pour la région du Proche-Orient. Monsieur Gabriel Soma, que faut-il voir dans les propos du président Donald Trump? C'est Gabriel Soma. ما هي خلفيات مقترح دونالد ترامب خاصة وأن ستيف ويتكوف في المنطقة؟ Je vous remercie, madame, pour l'invitation. Mes salutations aux auditeurs. En effet, Steve Witkoff, envoyé spécial du président Trump pour le Moyen-Orient en charge du dossier de Gaza, mène actuellement des négociations avec Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec les dirigeants de plusieurs pays arabes, notamment au Qatar et en Égypte. L'objectif étant d'instaurer un cessez-le-feu et de parvenir à une résolution durable de la crise gazaoui. Dans ce cadre, le président Trump a formulé plusieurs propositions, lesquelles s'inscrivent dans les pourparlers en cours entre les différentes parties concernées. Dans les conditions actuelles, Monsieur Gabriel Soma, de quelle nature sont les relations qu'entretient les États-Unis avec les pays voisins de la Palestine? Je pense particulièrement à Gaza, Monsieur Gabriel Soma. كيف يمكن في ظل ما يحدث حاليا تصور علاقات الولايات المتحدة مع دول الجوار العربية، جوار غزة أقصد، سيد جابرييل سوما؟ Nos relations avec les États arabes sont empreintes de paix et de coopération, notamment avec la Jordanie et l'Égypte. Vous n'êtes pas sans savoir également que les États-Unis figurent parmi les principaux soutiens de l'Égypte, à qui nous accordons une aide annuelle avoisinant 1,3 milliard de dollars. Un montant similaire étant également alloué à la Jordanie afin de contribuer à la relance ainsi qu'à la croissance de son économie. Ces liens privilégiés, tissés de longue date, sont consolidés par une assistance que les États-Unis fournissent sans relâche et qui demeurera en vigueur pour ces deux pays.
Ainsi, nous ne relevons aucun différend avec les États voisins de Gaza, qui se trouvent aujourd'hui malheureusement dévastés. Face à cette tragédie, le président Trump a suggéré aux nations arabes de faciliter l'accueil des habitants de Gaza en Égypte et en Jordanie, d'autant qu'environ 1,5 million de personnes y vivent à présent dans des conditions précaires, privées d'abri et de logement. Dans cette perspective, le président Trump souhaite venir en aide à ces populations en favorisant leur relocalisation dans ces deux pays. Les États-Unis, pour leur part, s'engagent à apporter l'assistance nécessaire à ces réfugiés afin d'alléger leurs souffrances. C'est Gabriel Soma. Monsieur Gabriel Soma, Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain pour le Moyen-Orient, est arrivé dans les territoires occupés palestiniens ou dans ce qui a appelé Israël pour constater, dit-il, l'application du cessez-le-feu à Gaza. Quel intérêt porte l'administration de Donald Trump à l'application du cessez-le-feu? سيد جابرييل سوما في وقت سابق وصل مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى ما يسمى بإسرائيل لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ما مدى أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة للرئيس دونالد ترامب؟ كما تعلمين الرئيس ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة Depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence, le président Trump n'a eu de cesse de réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ainsi, plusieurs mois avant son accession à la Maison-Blanche, il insistait déjà sur l'urgence d'une trêve et sur la nécessité d'engager des négociations en vue de résoudre les crises humanitaires, notamment celles liées à l'approvisionnement en denrées alimentaires. Les États-Unis, en tant que principal fournisseur de vivres pour la population gazaoui, n'ont jamais interrompu cette aide et il n'y a pas de raison pour qu'ils cessent de la fournir. Notre engagement envers Gaza demeure ferme et nous poursuivons nos efforts pour venir en aide à sa population. ولكن في نفس الوقت سيد جابرييل سوما, et là je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre du conseil consultatif du président américain Donald Trump. Au même moment, monsieur Gabriel Soma, في نفس الوقت, ce sont les États-Unis qui ont suspendu l'aide à l'UNRWA. في نفس الوقت سيد جابرييل سوما, الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أوقفت الإمدادات إلى غزة وهي التي منعت وجود الأونروا في غزة. Nos différends avec l'UNRWA ne remettent nullement en cause notre soutien humanitaire à Gaza. Le président Trump a pris la décision de se retirer de cette organisation, la considérant comme hostile aux États-Unis en raison de la présence en son sein d'un nombre de fonctionnaires palestiniens adoptant des positions adverses à l'égard de notre pays. Toutefois, en ce qui concerne l'aide humanitaire, les États-Unis n'ont jamais failli à leur engagement et continueront d'acheminer des vivres à la population de Gaza. Par ailleurs, notre politique au Moyen-Orient s'inscrit dans la continuité de celle des administrations précédentes. Nous nous tenons prêts à intervenir lorsque la nécessité l'exige et à contribuer à la résolution des crises. Nos relations avec les pays arabes, et plus particulièrement avec l'Égypte, le Qatar ou encore l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, sont au beau fixe. Il n'y a à présent aucun quiproquo avec ces pays. Le président Trump entretient de surcroît des liens étroits et solides avec leurs dirigeants et je suis convaincu qu'il poursuivra cette même dynamique en veillant à maintenir une coopération fructueuse avec ces États. Qu'il s'agisse d'aide alimentaire ou d'autres formes d'assistance, les États-Unis resteront aux côtés de leurs partenaires, et ce, en toutes circonstances. سيد جابرييل سوما, شكرا جزيلا لحضوركم معنا. شكرا. Thank you. Gabriel Soma est membre du conseil consultatif du président américain Donald Trump et il était avec nous à partir de Washington.
En réaction aux déclarations du président américain Donald Trump, les dirigeants égyptiens et jordaniens ont déclaré mercredi que le déplacement forcé des habitants de Reza était une injustice à laquelle nous ne pouvons prendre part après que le président américain Donald Trump a suggéré un plan visant à déplacer les Palestiniens de la bande de Reza vers l'Égypte et la Jordanie. Notre refus de l'expulsion des Palestiniens est ferme et inchangé, titre en une toute la presse jordanienne, à l'instar du quotidien Al-Red qui cite le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi. Même réaction en Égypte, le quotidien Al-Masri Al-Yawm titre sur le refus populaire. En octobre 2023, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré qu'il rejetait tout déplacement forcé de Palestiniens dans la péninsule du Sinaï et que la seule solution était un État indépendant pour les Palestiniens. Avec nous à partir du Caire, Monsieur Hani Abdelaziz, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes diplomate égyptien, vous étiez haut fonctionnaire de l'ONU. Monsieur Hani Abdelaziz, comment réagissez-vous à la proposition de Donald Trump ? Cette question de déplacement de population, dans la mentalité occidentale, remonte à l'ère coloniale. Votre pays n'en est pas exempt. Mais dans le cas précis du Moyen-Orient, c'est une constante de la politique israélienne, depuis Theodor Herzl et depuis le début des années 30, le déplacement des populations juives de l'Europe de l'Est et de l'Ouest vers la Palestine. Et ça revient chaque jour. Mais ma question est très simple. C'est que simplement aborder cette question, même en général, lui donne une importance puisque la position et les positions sont claires depuis des milliers d'années. Elles ne sont pas discutables. Bien entendu, c'est probablement un plan organisé depuis certaines années, mais je ne pense pas que ce principe sera acceptable, tout simplement. L'Égypte accueille, effectivement, on a accueilli de nombreux blessés de guerre pendant cette dernière guerre. Je dis cette dernière guerre. L'Égypte, aucun autre pays de la région n'a voulu accueillir les 70 prisonniers à long terme des prisons israéliennes. Ils ont été accueillis en Égypte. Là, c'est des cas humanitaires. C'est probablement une première phase, Monsieur Hani Abdelaziz, puisque ces prisonniers palestiniens libérés suite à de longues négociations vont être dirigés probablement vers d'autres pays. Cela n'est pas très clair. Cela est possible, mais ce n'est pas tout à fait clair pour l'instant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est entrer dans ce jeu-là qui mènerait à rester sur une table pour en parler. Cette question n'est pas discutable, elle n'est pas négociable. La question de mettre fin à l'existence physique, culturelle du peuple palestinien, je ne pense pas qu'elle est sur la table des négociations ou qu'elle le sera bientôt. Ce qui m'inquiète, c'est la position des pays arabes. Au niveau égyptien populaire, il y a eu beaucoup de protestations et il y en aura tout le temps. C'est ancré dans la mentalité de l'Égyptien, mais je n'ai pas vu de telles réactions dans les autres pays du Golfe à l'océan. Le silence total, vous devez le savoir mieux que moi je n'ai rien entendu. C'est peut-être intelligent en ignorant une question qui est tout à fait bizarre et qui est connue depuis longtemps. Ces tentatives, il y a eu la proposition de diviser le CNI en deux à un moment donné, au début des années 70. Ça ne va pas cesser, ça va continuer puisque ça fait partie du plan de Condoleezza Rice de changement radical du Moyen-Orient et de la carte, disons, du Moyen-Orient, comme le disent les Israéliens. Une population qui a tenu pendant 15 mois de guerre, qui a tenu en dépit de tous les bombardements, n'acceptera certainement pas d'être déportée avec autant de facilité. Déportée est sans doute le terme adéquat, Monsieur Hani Abdelaziz. Toutefois, vous avez évoqué cette constante occidentale qui, dans son agissement, pratique la déportation de population. Laissez-moi vous poser cette question. Des médias et des politiques
mainstream occidentaux qui, à ce jour, ont qualifié ou continuent de qualifier le génocide commis à Gaza de droit, disent-ils, d'Israël à se défendre, sont d'un seul coup sortis de leur torpeur pour qualifier une première fois ou pour une première fois la décision de Donald Trump de nettoyage ethnique. La politique est une, passez-moi l'expression, est une sale affaire, surtout quand elle n'a ni éthique ni quoi que ce soit. C'est une constante acceptée par les pays coloniaux, donc les pays occidentaux en particulier. Est-ce que M. Trump fait ça parce qu'il poursuit la politique américaine des démocrates et des républicains, parce qu'il n'y a aucun changement vis-à-vis d'Israël dans ce côté-là? Il ne faut pas se tromper, c'est des changements de forme. C'est les démocrates que nous connaissons tous. Enfin, ils pensent qu'ils agissent d'après des plans préétablis sur les 20, 30 et 40, 50 années qui viennent. Le plus intéressant est de voir s'il peut y avoir une position commune, sérieuse, suivie honnêtement par le monde arabophone et par les dirigeants en particulier, ou pas. Monsieur Hani Abdelaziz, le président Trump, je le rappelle à nos auditeurs, a évoqué donc samedi l'idée d'un plan visant à transférer les habitants palestiniens de Gaza vers notamment l'Égypte ou encore la Jordanie. L'Égypte et les États-Unis entretiennent des relations politiques, diplomatiques de haut niveau. Est-ce que les relations vont être exacerbées suite à cette récente tentative américaine, ou est-ce qu'il ne s'agit que d'une sorte de ballon de sonde, appelons les choses ainsi? Bien, je pencherai plus à votre avis que c'est une sonde, effectivement, pour voir quel serait le point de résistance et de résilience du monde arabophone et de l'Égypte en particulier. Mais il y a une autre question qui m'inquiète. Oui. Il est possible aussi, et vous l'avez dit d'une certaine manière, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La résilience du peuple palestinien peut être un peu différente tout de même de la résilience et de la position et des déclarations de leurs dirigeants. C'est un peuple qui a énormément souffert très longtemps et qui est largement affaibli et donc beaucoup plus vulnérable. Donc il y a un point d'interrogation ici à voir que le temps prouvera. Pour l'instant, je vois la population rentrer en masse vers Gaza, vers le nord de la ville. Ça démontre tout de même une certaine résilience, Monsieur Hani Abdelaziz. Je disais, ça démontre tout de même une certaine résilience de la population palestinienne de Gaza. Ce retour vers le nord. Absolument, mais je fais peut-être un parallèle. Nombre de Palestiniens qui a quitté ou qui a été déporté ou qui, pour des raisons personnelles, de travail, de vie, s'est déplacé pour travailler dans beaucoup de pays du Golfe, c'est une vérité aussi. On n'a pas de statistiques là-dedans. Donc il y a beaucoup de points d'interrogation parce que la question ne s'arrête pas là. L'État ou l'entité sioniste a regardé sous les blousons des militaires Israël, ça va de l'est du delta d'Égypte, c'est-à-dire vraiment même au-delà du canal de Suez, c'est dans leur rêve. C'est là l'espoir thoratique de gens qui sont ignorants. Et c'est une politique sioniste qui continue à être exécutée. C'est la culture dans la culture coloniale de pouvoir déplacer les populations. Monsieur Hani Abdelaziz, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Hani Abdelaziz. Merci. Au revoir. Hani Abdelaziz est diplomate égyptien, ancien haut fonctionnaire de l'ONU, et il était avec nous à partir du Caire. Des milliers de Palestiniens ont commencé à retourner dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande palestinienne en passant par le point de passage de Netzarim. Lundi à 9h précise, des Palestiniens déplacés pouvaient enfin rentrer dans la zone nord de l'enclave palestinienne. Des milliers de personnes ont passé les 2 dernières nuits dans les rues de Rachid et Salah ad-Din après des mois de déplacement forcés vers le sud. إنه إحنا رجعنا رغم عن كل المخططات اللي كانت مفترض تصير فينا إحنا صمدنا وصبرنا والحمد لله هذا أجر صبرنا. لولا أهل الشمال، لولا إخواننا وأخواتنا وأولادنا وأطفالنا اللي بأهل الشمال
وضلوا مصمدين عمرنا ما دخلنا غزة ولا عمرنا حسسنا عليها. كل الحب وكل التحية وكل الاحترام بس لاخواننا واهلنا في الشمال. نقول للمقاومة بارك الله فيكم الذي صمدتم في وجه الاحتلال حتى رجوع النازحين إلى أرضنا، وكنتم متعندين دائما في الميدان حتى مع الوسطاء. Dans un communiqué publié par la résistance palestinienne, il est souligné que les scènes de retour des foules populaires palestiniennes dans les villes qu'elles ont été forcées de quitter malgré la destruction de leur habitation témoignent de leur grandeur et de leur attachement profond à leur terre, quelle que soit la profondeur de leur souffrance et de leur tragédie. Avec nous à partir de Reza, Monsieur Rami Abou Jamous. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes journaliste indépendant, fondateur de Reza Presse. Monsieur Rami Abou Jamous, depuis le début de la guerre, vous vous êtes déplacé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, vous devez vous rendre à votre tour dans le nord de l'enclave palestinienne, dans le nord de Reza. Racontez-nous les conditions de vie que vous traversez aujourd'hui. Je me suis déplacé 2 fois. La première fois de Gazaville vers Rafah. Et une fois, Rafah a été occupé par l'armée d'occupation. J'étais obligé d'aller à Deir el-Balah. Jusqu'à présent, je suis toujours à Deir el-Balah. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la route de retour pour aller vers le nord, surtout à pied. Et moi, malheureusement, j'ai pas encore pris cette décision-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ma femme est enceinte, donc on peut pas marcher. Là, malheureusement, il faut marcher des kilomètres. Là, malheureusement, il y a un embouteillage. On peut pas passer. Il faut faire la queue des heures et des heures. Je connais des amis qui ont pris cette décision-là et ils ont passé 24 heures pour arriver au nord. Et pareil, donc j'attends un peu que ça se calme un peu l'embouteillage et qu'on peut sortir tranquille. La deuxième, malheureusement, la deuxième raison, c'est que malheureusement là où je suis, ça a été bombardé d'une façon partielle. L'immeuble où je suis, il est toujours debout. L'appart où je suis a été cassé, les vitres ont été cassées. Mais malheureusement, on a toujours le problème d'eau. Oui. Il n'y a pas d'eau, donc quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc c'est pour ça que on s'est dit on va attendre un peu avant de rentrer. Là, ça fait presque plus qu'un an qu'on est sous une tente, donc ça sera 1 an et 2 semaines de plus. Aujourd'hui, beaucoup de Palestiniens de Reza reviennent chez eux. Quel est le sentiment qu'ils portent en eux? Je vous pose la question, car au final, c'est la première fois que l'on voit des Palestiniens retourner chez eux. Oui, malheureusement, c'est quand on dit chez eux, c'est un peu exagéré, parce qu'il n'y a plus de chez eux. Malheureusement, les gens, il y a la joie dans le visage, mais la tristesse dans le cœur, parce que 90% de la population de Gaza, ils ont perdu leur maison. 90% des habitations de Gaza a été détruites. Quand je dis détruites, je parle de tout. L'infrastructure, les écoles, le système de santé, les égouts, la distribution d'eau, les canalisations. Il y a pas de, on est sorti de la période de la mort, il y avait la guerre, et là, avec le cessez-le-feu, on est dans la non-vie. Parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pilier de vie. Mais les gens, ils préfèrent rentrer chez eux parce qu'ils se disent, en tout cas, on est sous une tente. Donc, je préfère que ça soit sous une tente sur les décambrogeries que d'être loin de chez moi. Et surtout, c'est une petite victoire de dire qu'on a pu rentrer chez nous. Voilà. Mais la victoire réside dans le fait que vous êtes resté sur le territoire palestinien en dépit de tout. Je dis cela et je rajoute que le but, peut-être non déclaré, de l'armée d'occupation était ce qu'elle n'a pas achevé en 1948, à savoir l'expulsion de 2,3 millions d'habitants de la bande de Reza. Et aujourd'hui, c'est un inachevé que l'on ressent. Comment avez-vous vécu tous ces mois passés et cette fin qui délivre la population palestinienne? Oui, bien sûr, nous, c'est notre façon de résister, c'est rester chez soi, c'est ne pas nous bouger de chez soi et surtout ne pas sortir. Donc, si on venait sortir, on devait sortir depuis 48, mais nous, on a préféré de rester ici, en Palestine, on ne veut pas partir. Là, ce qui s'est passé, c'est un génocide, c'est une guerre sans pitié, moi je l'appelle ça, c'est un gazacide, parce que c'est un génocide de jamais vu. Tout ça, sous les bombes et tout ça, on n'a pas fait. Je crois pas qu'avec ces déclarations de Trump en disant qu'il veut que 2,3 millions de personnes se déplacent et qu'il y aura une meilleure vie ailleurs. Nous, notre vie, c'est toujours en Palestine, notre meilleure vie, c'est toujours en Palestine, et on va reconstruire tout de A à Z.
L'administration recense les décès et les naissances. Quelles sont les limites aujourd'hui que cette dernière, quelles sont les difficultés que cette dernière rencontre? Déjà pour les autorités locales, si vous voulez, pour arriver à recenser ou à travailler, ils ont plus de locaux, ils ont plus de moyens, ils ont plus de véhicules, tout a été détruit. Donc maintenant, ils essayent petit à petit à voir d'une façon ou d'une autre pour sortir des cendres et revivre à nouveau. Et tout ça, c'est pas évident. Il y a aussi, à part les autorités locales, il y a le Nord, les Nations Unies qui n'arrêtent pas de recenser aussi, de voir les déplacés, les morts et tout ça pour savoir. Parce que malheureusement, la majorité de la bande de Gaza dépendent d'aide humanitaire. Rami Abou Jamous, des villes entières ont été complètement détruites, disparues, on va dire, de la carte. Mais je vais tout de même vous poser cette question. Que reste-t-il aujourd'hui de Beit Hanoun, de Beit Lahia, de Jabalia, Rami Abou Jamous? On est toujours là. Voilà. On a construit civil, on va reconstruire civil. C'est sans doute l'essentiel. Tout ce qui est béton, c'est pas grave, ça. Tant que l'homme est toujours là, tant qu'il y a un Palestinien est toujours là, tout, ça peut reconstruire. C'est vrai que la tristesse est très profonde. C'est vrai que les pertes humaines, c'est très profond aussi. L'ampleur de ce qu'on a vécu est très, 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 très dure. Mais tant que l'homme est toujours là, on peut tout refaire. Maintenant, il n'y a que des débris. Si vous avez vu les images de, je sais pas moi, de Beit Hanoun, de Beit Lahia, de Jabalia, de Khan Younes, de Rafah, que des ruines. Mais tant qu'il y a un Palestinien sur cette terre-là, tant qu'on va reconstruire. Absolument. Rami Abou Jamous, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Vous êtes journaliste indépendant à Raza, fondateur de Raza Presse. Merci beaucoup, Rami Abou Jamous. Merci. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la fin de cette escalade dangereuse afin que nous ne glissions pas vers une situation plus dangereuse. J'attends avec impatience le jour où tout le monde en Palestine et en Israël, dans les deux États de Palestine et d'Israël, jouira de la sécurité, de la dignité et de la liberté des deux États. بدنا ناكل جوعنا بالعربي فيش خجل أكلنا حمام رحنا ناكل من الشجر تعبنا فيش إلا مي بجيب خبز ناكلش جوعنا مر قاوم خبز مر قاوم يا ابن أمي قاوم. Nous devons soutenir Israël parce que c'est une nation indépendante. Mais nous avons dit clairement aux Israéliens que la sécurité des Palestiniens innocents est une préoccupation importante. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. جوع وعطش وتعب كتير. اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم. اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير وجعنا كتير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله. قاوم ابطش ففي بطشك بهم الحياة. غزة شرف لا يعرف السكات، من النيل إلى الفرات قدسنا عربية. وعد ربك آت لا محالة، وعد ربك آت، وعد ربك آت، وعد ربك آت.
Dans un entretien accordé au quotidien Yedot Ahronot, un responsable de l'entité d'occupation a annoncé qu'Israël entend, dit-il, éliminer une multitude de sites d'armement du Hezbollah, signalant que les efforts seront concentrés sur leur destruction dans les 3 semaines à venir, indiquant continuer à détruire toute infrastructure au Liban que l'armée d'occupation considère comme une menace. Face à ces propos hostiles, le chef de la FINUL rappelle les règles établies. Personne ne veut d'un retour du conflit. Il est important, si quelque chose ne fonctionne pas après ces 60 jours de trêve, qu'il y ait à nouveau une discussion au niveau politique pour trouver une solution et pour ne pas revenir à la situation que nous venons d'observer de manière dramatique et tragique pendant plusieurs mois. De son côté, la population libanaise se dit également mobilisée. Après le cessez-le-feu, l'ennemi sioniste a continué son comportement criminel, en détruisant et en rasant les maisons et les infrastructures telles que les routes, l'électricité, l'eau et le système de télécommunication. Sur le plan politique, le président Joseph Aoun a insisté mercredi sur la nécessité d'éviter les querelles, les politiques étroites, dit-il, qui ne mènent nulle part, ainsi que les luttes pour les quotas parts, alors que le Premier ministre désigné, Nawaf Salem, ne s'est pas encore entendu avec les forces politiques sur la composition de son cabinet. Aoun, le président libanais, a déclaré que tous les ministres appartiennent au Liban, tout comme le Conseil des ministres. Avec nous en ligne à partir de Beyrouth, Monsieur Fares Bouaez, merci d'accepter notre invitation. Vous avez été ministre des Affaires étrangères du Liban dans les gouvernements successifs de Omar Karami, Rachid Solh et Rafiq Hariri. Monsieur Fares Bouaez, il y a une volonté aujourd'hui de revoir la résolution 1701. Avec vous, j'aimerais commencer par cet aspect, si vous le voulez bien. Je pense qu'il est évident que, premièrement, les Israéliens essaient de remettre en cause l'accord qui avait été prévu pour l'implantation de la résolution 1701 des Nations Unies, qui prévoyait donc le retrait total du territoire libanais occupé. Sur le terrain, ce qu'ils font, c'est d'empêcher le retour des civils libanais qui ne sont pas armés et qui essaient de retourner chez eux, dans leur maison, même partiellement détruites, parce que ces gens vivaient à Beyrouth sous des tentes ou étaient réfugiés dans des endroits très difficiles à habiter. La seconde considération, c'est que les Israéliens sont en train de les attaquer sur le territoire libanais occupé et donc c'est une violation de toutes les conventions internationales. Si nous ajoutons à cela une décision américaine unilatérale formulée par la Maison-Blanche qui retarde l'exécution de la résolution 1701, eh bien, c'est quand même une grande confusion. D'un côté, les Américains ont retardé d'une 20aine de jours l'exécution de cette résolution. D'un autre côté, les Israéliens sont en train d'attaquer par des bombardements ou par l'aviation des gens désarmés, des familles, des enfants, des femmes, des vieillards. Et donc, nous sommes devant réellement une violation extraordinaire de toutes les normes internationales. Monsieur Fares Bouaez, il convient de rappeler tout de même que cette résolution 1701 a été adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 11 août 2006. En outre, elle demande au gouvernement libanais de déployer son armée dans le Liban Sud, tout en renforçant le mandat de la FINUL. L'émissaire américain Amos Hochstein a tout récemment appelé à l'application de cette résolution. Mais c'est une résolution qui n'a jamais été respecté par Israël, Monsieur Fares Bouaez. C'est vrai. Au départ, il y a eu beaucoup d'infractions à cette résolution commises par les Israéliens, ce qui a provoqué des réactions de la résistance libanaise, et donc cet accord n'avait pas été appliqué, ou avait connu des ratés, on va dire. Voilà, des ratés.
Alors, Monsieur Amos Hochstein, durant les mois passés, avait repris les négociations, avait repris son action dans le sens de réappliquer cette résolution 1701. Et donc, un nouvel accord avait eu lieu à l'époque qui prévoyait que, avant la fin de ce mois, Israël se retirerait complètement du territoire libanais et que l'armée libanaise reprendrait le contrôle de la situation et que même l'armée libanaise récolterait toutes les armes de la résistance dans cette région, c'est-à-dire dans une région du sud du fleuve Litani. Mais alors, on a l'impression que il n'y a que le Liban qui insiste sur l'application de cette résolution. Benjamin Netanyahou a fait savoir que ses troupes n'allaient pas se retirer dans les délais impartis. Donc, un non-respect de la résolution 1701, Monsieur Faes Boez. Oui, certainement, c'est évident. C'est évident, mais au cas où il n'y a pas de retrait, ce qui va justifier la persistance de la résistance, et donc nous allons avoir affaire à une nouvelle dégradation de la situation. Donc d'un côté, Israël qui n'applique pas cette résolution, d'un autre côté, la résistance qui considère qu'elle a le devoir de se défendre, de défendre la population et de faire respecter cette résolution. Oui. Et donc, nous aboutissons à une dégradation de la situation. Monsieur Faes Boez, d'un autre côté, sur le plan politique, Nawaf Salem peine à former un gouvernement capable de sortir le Liban de l'impasse. Il insiste sur l'application de la résolution 1701. Il doit constituer une équipe ministérielle qui, aujourd'hui, peine à voir le jour en raison, disons-le, des dissensions profonde entre les blocs politiques. Allons-nous assister à un blocage institutionnel, Monsieur Faes Boez? Écoutez, je pense qu'il est vrai qu'il y a des complications quant à la formation de ce gouvernement. Ces complications proviennent du sujet dont nous parlions juste Absolument. Il y a quelques secondes, c'est-à-dire que tant qu'Israël occupe le Liban Sud, cela justifie la présence d'une résistance. Oui. Et cette résistance voudra, dans le gouvernement, avoir des postes clés relatifs à la reconstruction, relatifs aux finances, relatifs à l'aide au Sud. Et donc, là, on n'arrivera pas à former, dans ce contexte, un gouvernement vraiment de restructuration, un gouvernement de réforme, un gouvernement duquel les partis seront un petit peu exclus d'un certain degré. Mais alors, donc, le tout est lié. Le tout est lié. Le tout est lié. Le Hezbollah et Amel demandent à avoir les ministères du budget et des finances. Les autres blocs souhaitent avoir le ministère de l'Intérieur et la Défense également, Monsieur Faes Boez. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de dichotomie entre les souhaits politiques et la réalité sur le terrain, notamment au Liban Sud? Certainement. Le nouveau président, le nouveau premier ministre sont arrivés sur base d'une atmosphère générale basée sur l'exécution de la résolution 1701 et donc au même timing, au même moment, si vous voulez. Et donc, ils se sont programmés pour former un gouvernement de réforme interne, un gouvernement duquel les partis seraient relativement, les partis politiques relativement écartés, un gouvernement programmé pour appliquer la 1701 et un gouvernement programmé pour prendre en main toute la situation. Or, si vous me dites oui, qu'Israël n'applique pas la 1701, oui, c'est un des fondements du régime qui sont mis en cause. C'est juste. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que le politique aujourd'hui au Liban demande à ce que soit constitué un gouvernement de technocrates? Justement, la théorie du gouvernement de technocrates est liée au fait que dans ce futur gouvernement, le Hezbollah et autres partis n'auraient pas tellement droit au chapitre. C'est ça. D'accord? Oui. Bien. Or, cela est lié au fait de l'exécution de la 1701. Si Israël reste au sud, ça va entraîner une réaction en chaîne. Ça veut dire que la résistance va continuer. Ça veut dire que la résistance a des besoins sécuritaires, militaires et financiers. Ça veut dire que la résistance va exiger d'être présente au gouvernement. Ça veut dire que les autres partis aussi vont exiger la même chose. Et donc, nous aboutissons à quelque chose de très différent de ce que souhaitait le président de la République et le Premier ministre.
Monsieur Faiz Boez, face à cette situation compliquée, le président libanais Joseph Aoun appelle à éviter la politique, dit-il, des petites tractations pour former un gouvernement. Comment lisez-vous ce propos ? Écoutez, le président est en train peut-être d'essayer d'arrondir les angles un peu par ces termes de petites tractations. En fait, le grand problème, je le répète, se situe dans le départ des Israéliens, dans la libération du territoire libanais conquis par Israël. Oui. Bien, à partir du moment où ça se fait, eh bien, un gouvernement relativement non politique, si on peut utiliser le terme, un gouvernement de pseudo-technocrates, si on peut utiliser le terme, pourrait être formé. Maintenant, dans le cas où cette libération ne se fait pas au Liban Sud et que les Israéliens restent, eh bien, là aussi, ça va compliquer la situation. Ça veut dire que la résistance va aussi avoir le droit à l'existence. Absolument. Donc, ce ne sont pas des petites tractations. Moi, je dirais que c'est un problème majeur de direction. Nous voulons un gouvernement dans quel but? Si le but est de libérer le territoire conquis, eh bien, certainement, on ne peut pas oublier la présence et le rôle de la résistance. Si la libération a lieu, ça veut dire qu'on aura besoin d'un gouvernement de réformes internes, financières et autres, etc. Monsieur Faiz Boez, je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ministre des Affaires étrangères du Liban dans les gouvernements successifs de Omar Karameh, Rachid Solh et Rafiq Hariri. Monsieur Faiz Boez, sur le plan international, des réformes sont exigées avant tout soutien financier, notamment par la France, les États-Unis et plusieurs pays du Golfe. Donc, deux scénarios se présentent. Soit un gouvernement de réforme, soit un gouvernement de compromis. En cas d'échec, que risque de vivre le Liban? Écoutez, là aussi, vous allez me permettre de vous dire que tout est lié. L'Occident ou le monde est en train de réclamer un gouvernement de réforme, un gouvernement de transparence, et c'est très logique. Bien. Maintenant, le problème, c'est que si on n'arrive pas à libérer le Liban Sud et à exécuter la 1701, eh bien, on ne peut pas faire réellement un gouvernement de réforme. Parce que la résistance va réclamer son droit à la résistance et donc son droit à être présente en force dans ce gouvernement. Et donc, ce sera un gouvernement profondément politique. Voilà, c'est ça. En somme, sur le plan international, les pays que j'ai cités mettent le Liban au pied du mur. Soit vous composez un gouvernement de technocrates dont sera exclu le Hezbollah, Harakat Amel, soit l'aide financière promise ne sera pas attribuée au Liban. C'est mettre un peu le Liban Absolument. au pied du mur. Et c'est absurde parce que tous ces pays feraient mieux d'appliquer la 1701 qui résoudrait quand même tout le problème. Mais ils ne peuvent pas en même temps nous dire non, on n'applique pas la 1701, on permet à Israël de continuer à occuper le Sud, mais par contre, faites un gouvernement de réforme. Mais ce n'est pas possible. Ou bien nous sommes devant un gouvernement de réforme, parce qu'il n'y a plus de guerre, c'est ça. Et donc place à la réforme, ou bien nous sommes face à un gouvernement politique qui est censé traiter avec une situation de guerre. L'on est en train de dire au Liban, aux politiques du Liban, soit il est seul à appliquer la 1701, constituer un gouvernement de technocrates et laisser Israël occuper le sud du Liban. Je vais vous régler le problème. C'est clairement et simplement un moyen de pression qu'on utilise contre le Liban. C'est-à-dire, on est en train de vous dire, calmez-vous, ne faites rien, arrêtez toute résistance, acceptez que les Israéliens restent chez vous, on ne sait jusqu'à quand, sinon on ne vous envoie pas l'aide nécessaire à la reconstruction et à la réforme du pays. Cette aide est en train d'être utilisée comme bâton pour imposer aux Libanais d'accepter une occupation. Aidé en cela, disons-le, Monsieur Faiz Boez, par des partis politiques libanais qui soutiennent cette thèse. Écoutez, oui, le Liban est certes un pays où il y a un multipartisme exagéré, donc il y a des partis qui
si vous voulez, et où vous avez beaucoup d'opinions. Vous avez des opinions qui vont dans le sens occidental, très proche des Américains, des Européens, etc., qui donc veulent condamner la résistance à n'importe quel prix. Et vous avez des partis qui sont très proches de la résistance, très proches de l'Iran, qui veulent de la résistance à tout prix. Ça, c'est les extrêmes. Mais à propos d'Iran, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. L'aide financière aujourd'hui conditionnée par l'Occident peut-elle être remplacée par une aide iranienne? Non, je pense que c'est le contraire. Je pense que l'Iran traverse une période de grande crise financière, une crise qui menace même le régime en Iran. Et je pense que l'Iran n'a pas la capacité de pouvoir aider financièrement de quelque manière que cela soit. Le Liban a besoin, si on veut être vraiment franc et direct, tout d'abord de l'exécution de la 1701, ce qui provoquera une disparition de toute raison de présence de la résistance, ce qui permettra à l'armée libanaise de récolter les armes dans tout le Liban Sud, d'imposer l'autorité de l'État libanais, de former un gouvernement, si vous voulez, non politique, à travers lequel les partis seront relativement écartés. Et donc, à partir de là, le Liban sera sur une voie de réforme très rapide. Monsieur Faiz Boez, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle tout de même à nos auditeurs, et je précise en complément d'information, si vous me le permettez, que l'économie iranienne s'est effectivement contractée de 3,5% durant l'année 2023, tandis que l'inflation a atteint 50%, une situation qui s'est aggravée l'année dernière. Monsieur Faiz Boez, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ministre des Affaires étrangères du Liban dans les gouvernements successifs de Omar Karami, Rachid Solh et Rafiq Hariri. Je me permettrai de rajouter, s'il vous plaît, que j'ai été le chef de la délégation aux négociations de paix de la conférence mondiale à Madrid de 1990 jusqu'à 1999 et que donc l'histoire des négociations et l'histoire des relations avec Israël, disons que je m'y entends un petit peu à ce titre. Et je me permets également de rajouter, sous votre contrôle encore une fois, que fort heureusement vous n'avez pas accompagné Rafiq Hariri lors de son déplacement, l'on ne vous aurait pas eu aujourd'hui à l'antenne. Ça c'est vrai, ça je pense que c'est Dieu qui m'a sauvé ce jour-là à plusieurs reprises. Trois me semble-t-il. J'étais censé être avec lui et donc aller déjeuner avec lui après la séance parlementaire. Eh bien, si j'avais été avec lui, je crois que je serais toujours avec lui là où il est. Monsieur Faiz Boez, merci d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur Faiz Boez. Merci. Merci. Ont participé à ce programme Faiz Boez, ancien ministre des Affaires étrangères du Liban. Rami Abou Jamous, journaliste indépendant, fondateur de Raza Press. Hani Abdelaziz, diplomate égyptien. Gabriel Soma, avocat, membre du conseil consultatif du président américain Donald Trump pour la région du Proche-Orient. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.